Bonjour à tous. Donc, je vous parlais d'HTTPS, c'est de la migration qu'on a faite pour l'utiliser systématiquement sur nos différents sites. Alors bien sûr, on avait déjà une connexion sécurisée qui était en place sur notre tunnel de commande, notre compte client. Partout, en fait, on avait des données sensibles qui transitaient. Mais depuis longtemps, on avait déjà en tête de faire cette bascule vers du tout HTTPS, mais ce projet, il est resté dans un coin de notre feuille de route. Sauf qu'à matin de janvier 2017, après avoir mis à jour notre Firefox, on allait sur notre fiche produit qui était livrée en HTTP. On avait une petite pop-in qui nous permettait de nous identifier à partir de cette fiche produit. Et là, alerte de sécurité. Ça nous disait qu'on avait une connexion qui n'était pas sécurisée. Donc voilà comment ce projet de migration vers du tout HTTPS est remonté tout en haut de la pile des choses à faire. Donc je vais vous présenter pourquoi HTTPS est quelque chose d'important, la migration qu'on a faite, les différentes étapes qui l'ont constituée, et enfin les effets qu'on a pu constater. Donc, je m'appelle Sébastien, je suis développeur PHP chez Docity Interactive. On est une équipe technique composée de 6 personnes. Donc, Docity, c'est un groupe de libraires. On a 10 librairies physiques qui sont réparties dans la région Rhône-Alpes et la région parisienne. Et nous, on édite Docity.fr, c'est notre librairie en ligne. On gère également des versions en marque blanche de cet outil pour nos partenaires. Un équivalent pour les pros qui s'appelle Docity Pro pour le marché B2B. Et enfin, ORB, un outil en mode SaaS de recherche bibliographique. Pour vous donner un peu du contexte, Docity.fr, c'est un site qui existe depuis 1997, dont la version actuelle est basée sur du Magento 1, c'est en place depuis 2012. Docity.fr, pour vous donner un peu une idée du trafic, c'est 4,2 millions de pages vues par mois et un catalogue produit de 1,8 million de livres e-book. Donc autant de pages web qu'il va falloir gérer. Avant de vous parler de la migration elle-même, j'ai commencé par vous présenter ce qu'est HTTPS, comment ça fonctionne et pourquoi c'est de plus en plus important d'utiliser ce protocole sur la totalité de nos sites. HTTPS, c'est donc la combinaison d'HTTP avec en amont une étape de chiffrement qui va être fournie par les protocoles SSL ou TLS. Et ça va nous permettre de garantir 3 choses. D'abord, le chiffrement des données d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est-à-dire que les données ne vont pas transiter en clair entre votre navigateur et votre serveur. Et si, par exemple, vous êtes sur une connexion publique, que quelqu'un peut écouter, par exemple du Wi-Fi public, les données qui seront interceptées seront chiffrées, donc ne pourront donc être déchiffrées. Ça va permettre de garantir l'authentification du serveur. On va valider l'identité du serveur avec qui on discute à l'aide d'un certificat. Et enfin, ça va nous permettre de garantir l'intégrité des données qui sont échangées. Chaque message va contenir un mécanisme de validation et de vérification qui va permettre de détecter si celui-ci a été altéré. L'état des lieux de l'utilisation d'HTTPS. Ça, c'est les stats de Firefox Télémétrie qui sont sortis il y a un mois. En juillet 2017, on avait 60% des pages chargées qui étaient en HTTPS contre 45% un an plus tôt. Donc il y a quand même une relative progression sur l'utilisation d'HTTPS du côté de l'utilisation de Firefox. On est sur le même genre de stats qui ont été publiés il y a quelques jours par Chrome. On est vraiment sur les mêmes tendances, donc en forte progression. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis plus d'un an, les navigateurs nous poussent à ce qu'on ait une utilisation du web qui soit plus sécurisée et donc incite à ce que nos sites proposent du HTTPS par défaut. Donc ça, c'est la petite alerte de sécurité qu'on avait sur notre pop-in de connexion. Elle a apparu en janvier 2017 quand Chrome et Firefox ont commencé à afficher ce genre de message sur les pages qui étaient livrées en HTTP et qui présentaient des éléments de formulaire de saisie de mot de passe ou de saisie de carte de crédit. Chrome va même maintenant plus loin avec la version 102 qui est sortie il y a quelques jours. Les alertes sont affichées en page HTTP en mode incognito systématiquement à partir du moment où on a des éléments de formulaire. Et dans le mode normal, à partir du moment où vous allez commencer à saisir des informations dans votre formulaire. Donc on a tous sur nos sites au moins un pauvre champ de recherche. Si votre page est en HTTP, alerte de sécurité dès que votre utilisateur va commencer à saisir des infos dans votre champ de recherche. Donc en fait, avec tous ces messages affichés, les navigateurs de nos utilisateurs vont nous pousser, nous, à ce qu'on propose une connexion sécurisée sur toutes les pages de nos sites. Donc quel enjeu on s'est fixé sur notre migration et quel intérêt on a à passer vers du full HTTPS? Donc ok, on n'aura plus ces alertes, mais c'est les raisons pour lesquelles ces alertes sont là qui sont à prendre en compte. La plus importante, donc, c'est l'aspect sécurité. On va pouvoir bénéficier, avec notre connexion chiffrée, du fait que les informations qui seront échangées entre clients et serveurs ne pourront pas être volées si jamais elles sont interceptées. Ensuite, visuellement, on souhaite avoir un site sans alerte de sécurité. On veut que notre client il arrive sur le site, il a un beau petit cadenas de verre dès qu'il arrive et qu'il l'ait tout au long de son parcours. Ça va le permettre de le rassurer et qu'il ait confiance en nos sites.
Ensuite, pour un aspect de web performance, avoir du HTTPS partout, ça va nous permettre d'activer HTTP2 sur la totalité de nos sites et donc de bénéficier des optimisations de performance qui sont liées à son fonctionnement. Et enfin, le positionnement des sites côté Google, ça devrait s'améliorer. Utiliser une connexion chiffrée, c'est quelque chose qui est a priori privilégié par Google et les autres moteurs de recherche. Donc, on devrait s'attendre, après notre migration, à avoir plus de trafic entrant vers nos sites provenant de Google. L'objectif pour nous, ça va être donc de basculer nos différents sites vers une utilisation totale de HTTPS. Donc ça, c'est les contraintes qu'on s'est fixées sur notre migration. On ne veut pas mettre de coupure le temps de mettre à jour telle ou telle partie de notre site. On ne veut pas que nos sites soient down pendant 1 heure, 2 heures, le temps de mettre à jour tel ou tel élément. On veut vraiment que ça se fasse de manière fluide et sans impact pour nos clients. Pour ça, on va prévoir des scénarios qui sont itératifs et réversibles, y aller par petits morceaux, être capable de faire marche arrière rapidement si jamais on se rend compte qu'il y a un souci, et donc anticiper l'imprévu. On veut y aller site par site. Notre affaire Magento B2C, elle fait tourner 3 sites différents, donc on veut pouvoir les faire les uns après les autres, avoir suffisamment de recul entre chaque migration pour pouvoir analyser ce qui s'est passé. Et enfin, sans casser notre SEO. On casse notre SEO, on a moins de trafic entrant, moins de ventes. Moins de ventes, ça ne va pas bien se passer. Donc avant de voir la préparation de la migration, je vais vous présenter rapidement comment fonctionne HTTPS. Là, c'est la partie un peu historique. Dans le milieu des années 90, Netscape a commencé à développer le protocole SSL. Eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était créer un protocole de sécurisation des échanges de données. En 99, SSL a été repris par un organisme indépendant et ils ont sorti TLS, qui est en fait un standard basé sur les specs de SSL. TLS, on en est à la version 1.2 sur la partie stable. La version 1.3 est à l'état de brouillon et commence à être implémentée sur différents serveurs web. Donc vous pouvez commencer à en bénéficier sur certaines infrastructures. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps et de la découverte des différentes failles de sécurité, les anciennes versions de SSL ont été dépréciées. Donc ne les utilisez plus sur vos serveurs. Alors ça, c'est la partie rentabilisation de mes études. Donc je ressors mon modèle OSI pour vous montrer où ça se passe TLS. TLS, vous allez le retrouver entre la partie transport qui va être gérée par TCP et la partie application. Dans le cas d'une appli web, ça va être HTTP. Mais en fait, TLS, on peut l'utiliser pour sécuriser d'autres protocoles applicatifs comme FTP ou SMTP. Donc ouvrir une connexion TCP sécurisée via TLS, c'est plus coûteux qu'une connexion TCP normale. On va voir pourquoi. Donc TLS, ça se pose au-dessus d'une connexion TCP. Donc déjà, on va essayer d'ouvrir une connexion TCP. Là, c'est ce qui se passe avec cette poignée de main, où en fait, on a un aller-retour entre notre client et notre serveur. Comme à chaque fois qu'on est confronté à un échange réseau, on a droit à la latence. La latence, ça va être le délai nécessaire pour que vos paquets fassent un aller-retour entre votre navigateur et votre serveur. Ça va dépendre principalement de la distance physique entre les deux et de la connexion que vous allez utiliser. Arbitrairement, on peut se dire qu'un aller-retour sur une connexion ADSL, ça va vous coûter à peu près 50 millisecondes. Et une fois qu'on a établi notre connexion TCP, on va ouvrir la connexion TLS. Là-dessus, il va falloir 4 messages qu'on va répartir en 2 allers-retours pour ouvrir cette connexion. En gros, lors de ces échanges, le navigateur et le serveur vont se mettre d'accord sur le type d'algorithme de chiffrement à utiliser, le certificat va être validité, ils vont échanger les clés de chiffrement qui vont servir à chiffrer les données qui seront échangées. Et là, ça y est, vous aurez votre connexion TLS ouverte. Alors, il y a des mécanismes pour essayer de raccourcir cette poignée de main. Notamment, on peut essayer de réutiliser une connexion qu'on avait déjà précédemment ouverte. Et là, ça nous permet d'économiser un aller-retour. Pour implémenter TLS SSL sur nos serveurs, on peut utiliser OpenSSL. Donc, c'est une librairie open source qui est utilisée entre autres par les serveurs web comme Apache ou Nginx et qui va nous aider à gérer la terminaison TLS. Ça vous met à dispo tout un ensemble d'outils libres pour faire du chiffrement. Donc, générer des clés, tester, débugger des connexions TLS. Donc, vraiment une suite d'outils très pratique. Tout à l'heure, je vous parlais d'authentification de serveurs. En fait, pour authentifier nos serveurs, on va utiliser un certificat. Un certificat, c'est un document électronique qui est délivré et qui est signé par un tiers de confiance qu'on appelle l'autorité de certification. Et ce certificat, il va lier des informations sur le détenteur du certificat à une clé publique. Si je regarde ce qui se passe dans le détail d'un certificat tel qu'on peut le voir par exemple dans les outils de développement de mon navigateur, c'est sorti de Firefox, on voit qu'un certificat, c'est une chaîne de confiance.
Tout en bas, je vais retrouver mon site, donc desite.fr, et en fait, chaque élément du dessus va certifier celui du dessous. Et au plus haut, on a ce qu'on appelle le certificat racine. Et c'est à lui que votre navigateur va faire confiance. Et par capillarité, ça redescend à vous. Le navigateur, en fait, il embarque une liste de certificats racines auxquels il fait confiance, et cette liste-là, elle peut évoluer au fil du temps. Par exemple, il y a les problématiques avec Symantec et Chrome, où Chrome va décider de dégager tous les certificats qui seront fournis par Symantec à partir de mai 2018, de manière plus ou moins brutale, parce qu'ils estiment que les certificats, il y a une contrainte de temps, les certificats livrés depuis X mois par Symantec ne seront plus considérés comme valides. Donc, ils préfèrent les couper. Donc, c'est ce qui va se passer l'année prochaine. On a différents types de certificats où les informations sur le détenteur vont être contrôlées de manière plus ou moins poussée. Alors nous, sur desite.fr, on utilise des certificats de type EV, c'est là où on a le plus de contrôle. Ça permet d'avoir la petite barre verte telle qu'on peut la voir avec le nom du détenteur. Pour vous donner un chiffre, ça coûte à peu près dans les 200 € par an selon les fournisseurs. Alors après, il y a des débats sur l'utilité des EV. Si le sujet vous intéresse, sur la pertinence, sur est-ce que c'est utile, est-ce que je dois avoir un EV sur mes sites, il y a cet article que je vous ai mis en lien et que vous aurez aussi à la fin, si vous n'avez pas le temps de tout noter, qui présente ce sujet-là. Un certificat, c'est aussi une durée de vie qui est limitée dans le temps et ça peut être révoqué. Pour valider ça, on utilise le protocole OCSP qui va permettre de valider en temps réel si mon certificat est ou non valide en effectuant une requête auprès de l'autorité de certification. Si vous faites ça côté client, ça va être une requête qui va être synchrone, qui va donc bloquer le temps d'initiation de votre connexion. Donc ça va vous ralentir votre web perf. Donc c'est préférable de faire cette validation-là côté serveur, ce qu'on appelle l'OCSP stapling. Le serveur fait la requête, il agrafe le résultat lors du handshake TLS et le navigateur vérifie ce résultat-là. Donc cette partie-là, c'est un mécanisme important à mettre en place quand on veut optimiser nos connexions TLS. Les certificats, c'est un coût. Quand je vous disais les 200 € pour les EV, ça peut être un frein pour l'adoption d'HTTPS sur nos serveurs. Fin 2015, il y a Let's Encrypt qui est arrivé sur le marché, qui est soutenu par pas mal d'acteurs du web. Et eux, leur objectif, c'est de généraliser l'utilisation de connexions sécurisées sur le web en fournissant un outil qui soit capable de générer simplement des certificats qui sont gratuits. Donc fin juin, ils ont franchi la barre des 100 millions de certificats fournis. Donc là aussi, très très forte progression de l'outil et de son utilisation. Et pas mal d'évolutions à venir, notamment à partir de l'année prochaine, on pourra commencer à mettre des wildcards grâce à Let's Encrypt. Donc nous, comme tout bon site d'e-commerce, on gère déjà du HTTPS. Notre tunnel, notre compte client, c'est des parties qui bénéficiaient déjà d'un accès sécurisé. Donc en fait, HTTPS, on sait en faire, ce n'est pas vraiment le problème, on en a sur une trentaine de pages. Le souci, c'est que notre objectif, c'est de l'utiliser sur tout notre site, donc plusieurs millions de pages, tout en gérant des fonctionnalités de cache qu'on a sur notre catalogue produit, mais qu'on n'a pas sur la partie HTTPS. Donc notre infra, on va devoir un peu l'adapter pour gérer cette nouvelle charge. Pour commencer, je vais vous présenter notre infra telle qu'elle était avant la migration. Globalement, on a 3 fronts web qui vont tourner sur du Debian JC, et sur chacun des fronts web, on a l'archi suivante. On a donc un Apache qui va écouter sur le port 443 qui nous sert notre trafic HTTPS, et Varnish qui répond sur le port 80 et qui est configuré comme reverse proxy vers Apache. Le souci pour notre future infra, c'est que Varnish ne pourra pas être le point d'entrée de notre trafic HTTPS. Et du coup, il va falloir qu'on trouve une autre solution. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on laisse tomber Varnish, mais nous, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On souhaite continuer d'avoir un serveur de cache qui nous sert un peu de filet de sécurité si quelqu'un s'amuse à taper toujours sur la même URL. Donc on veut conserver Varnish dans notre stack. Varnish ne propose pas de gérer la terminaison de TLS, ce n'est pas dans la philosophie de l'outil, mais du côté des équipes de Varnish, ils sont conscients du manque et ils proposent un outil qui s'appelle Itch qu'on peut configurer comme reverse proxy vers Varnish. Nous, de notre côté, on a réfléchi à des solutions un peu équivalentes à base de HAProxy ou de Nginx, et en fait, après discussion avec notre hébergeur, on s'est tourné vers du Nginx qui était la solution que eux maîtrisaient le plus. Donc notre objectif d'infra, ça va être de chaîner Nginx pour la terminaison TLS, d'envoyer ensuite le trafic vers Varnish qui va décider ou non de la mise en cache, et Apache qui va continuer à servir les pages de notre Magento. De cette manière-là, quand on basculera tout notre trafic en HTTPS, on n'aura pas de régression sur le taux de couverture de nos pages en cache. Première étape, on va modifier notre Varnish.
Varnish, en fait, il va recevoir du trafic qu'il n'a pas l'habitude de recevoir. Tout ce qui se passe sur le tunnel, tout ce qui se passe sur le compte client. En termes de volume de requêtes, c'est relativement anecdotique par rapport à ce qui passe sur le catalogue, donc ça devrait tenir sans trop de soucis. Par contre, là, on a un souci de dette technique chez nous. C'est que Varnish, il était configuré en mode « je mets dans le cache par défaut ». Et puis, si on ne voulait pas mettre les pages dans le cache, on avait ce genre d'exclusion-là à base d'expressions rationnelles. On disait pour ces pages-là, surtout ne les mets pas en cache. Et le souci, c'est que nous, on va devoir rajouter plein de lignes là-dedans pour dire ne mets surtout pas ces pages-là en cache, si on veut éviter de livrer le panier d'un client à quelqu'un d'autre. Et là, on prend de gros risques. Donc, plutôt qu'identifier tous les nouveaux cas qu'on va devoir exclure, sachant qu'on va en oublier, donc on va foirer notre migration, on a choisi un peu de nettoyer notre configuration Varnish pour passer en mode inclusion dans le cache au cas par cas. On est capable de dire sur quel type de page on veut du cache. Ça va être sur nos pages du catalogue, sur nos recherches, sur nos catégories. Donc pour ces pages-là, dans le Magento, on a rajouté un petit header spécifique qui dit « ça, c'est tel type de page ». Et côté Varnish, on récupère ce header-là, et quand on le voit, on décide de la mise en cache. De cette manière-là, on s'est fait une configuration Varnish qui est maintenant plus maintenable et sans risque de mettre des données clients dedans. Donc ça, c'est la toute première des étapes qu'on a mises en production avant de nous attaquer à la suivante, qui va être de configurer nos serveurs Nginx. Parce qu'avant de passer tout notre site en HTTPS, on veut d'abord changer le point d'entrée du trafic HTTPS pour le passer de Apache vers Nginx. Donc, pour préparer notre configuration, on va passer par l'outil de Mozilla pour générer les configurations SSL qui s'appelle Mozilla, je ne sais plus comment ça s'appelle, SSL Configuration Generator. Donc, vous avez le lien ici. Là-dedans, vous allez saisir le type de serveur, la version que vous avez, la version d'OpenSSL qui est présente sur votre serveur, si oui ou non vous voulez supporter les anciens navigateurs, et c'est tout. Ensuite, il va vous générer une configuration qui est utilisable à jour, sans risque d'utiliser tel ou tel algorithme de chiffrement qui est éventuellement déprécié ou qui a une faille de sécurité. Et voilà, nous, on n'a plus qu'à ajouter notre configuration pour brancher notre reverse proxy vers Varnish, et c'est prêt. Maintenant, on veut tester. Donc, OK, on a une pré-prod, on installe notre Nginx, on le configure, c'est bien, ça fonctionne. Mais en prod, il y a toujours des petites différences, les certificats ne sont pas les mêmes, et puis on parle de notre prod. Si on défonce notre prod sur la partie HTTPS, on ne passe plus de commandes. Donc on va essayer de sécuriser un peu notre migration pour ne pas en arriver à là. Pour valider notre Nginx en prod, on laisse tourner le Apache sur le port 443 et on commence à configurer Nginx sur un autre port. Nous, en l'occurrence, on l'a mis sur le 445. Et puis, avec un tunnel SSH et des règles dans le TCOS, ça nous permet de tester sur nos postes de dev notre futur infra Nginx sans impact pour nos clients. Toujours dans la partie testing de notre configuration TLS, un des super outils qu'on utilise, c'est la ligne de commande OpenSSL qui va nous permettre d'avoir toutes les informations sur la manière dont va s'établir la terminaison TLS et les éventuels problèmes de configuration. Donc là, je vous ai mis la ligne de commande. Je ne vous ai pas mis le résultat parce qu'il y a vraiment énormément de lignes. Donc, vous pouvez la lancer sur vos sites pour voir les résultats que ça peut vous donner. D'ailleurs, ce n'est pas parce que vous avez un cadenas vert dans votre barre d'URL que tout est forcément bien configuré. Il y a peut-être des petites erreurs silencieuses qui peuvent traîner. Donc, pensez bien à lancer cette commande pour valider vos configurations. Donc, cette partie de préparation de notre configuration Nginx, globalement, c'était une des plus longues en termes de préparation, aussi une des plus critiques. On a fait pas mal de tests de configuration, on a aussi énormément échangé avec notre hébergeur qui gère la configuration sur nos serveurs pour en arriver à l'état, à lancer notre migration vers Nginx. Une fois qu'on a validé Nginx, c'est simple. On va décider de le basculer sur nos trois fronts. Donc là, la procédure, c'est simple, on sort un front du load balancer, ça lui coupe le trafic entrant, on éteint notre Apache sur le 443, on active Nginx sur le 443 et on réintègre le serveur. Et on fait ça sur les deux autres. Donc voilà comment, à partir de ce moment, tout le trafic HTTPS passe désormais par Nginx et plus par Apache. Et donc on a maintenant notre chaînage Nginx, Varnish, Apache qui est en production. Toujours dans la partie validation de configuration TLS, il y a un très bon outil en ligne qui s'appelle SSL Labs. Lui, il va tester que vos certificats avec votre configuration TLS soient correctement configurés. Il va vérifier différents paramètres, tester par rapport à des failles de sécurité, tester la compatibilité par rapport à différents types de navigateurs ou d'environnements. Et il va vous attribuer une note globale. Donc SSL Labs, il propose aussi une API pour faire ces tests. Et nous, on passe par cette API pour l'ajouter dans notre intégration continue, ce qui fait qu'on a un job qui tourne tous les jours dans notre Jenkins.
et qui nous valide qu'on n'a pas eu de régression sur notre note Cell Labs. Si jamais on en a une, on est prévenu au plus tôt et on agit en conséquence pour revenir là où on en était. Donc maintenant, notre infra, elle est prête pour livrer toutes nos pages en HTTPS sans qu'on la fasse exploser. Maintenant, il n'y a plus qu'à préparer les différentes étapes de notre migration. Donc ce qu'on commence à faire, c'est chercher sur le web différents retours d'expérience d'autres équipes techniques sur des migrations similaires. Donc on a trouvé des retours d'XP d'équipes de Yelp, Little Market, les équipes de Stack Overflow, si on fait une grosse migration similaire il y a quelques mois. Bien sûr, des ressources chez Google où ils expliquent aussi qu'est-ce qu'on doit faire. Donc voilà, tous ces articles-là nous ont permis d'identifier les points communs dans les migrations, d'identifier les problématiques auxquelles ces équipes ont été confrontées. Alors tout n'est pas forcément faisable pour notre cas, mais ça nous permet de commencer à réfléchir à notre propre migration et à concevoir notre propre scénario. Ce qu'on voit à chaque fois, de toute manière, c'est que ça ne sert à rien de charger nos pages en HTTPS si les contenus qui sont chargés par la page ne sont pas également sécurisés. Si ce n'est pas le cas, on a affaire à ce qu'on appelle du contenu mixte. Et le chargement de ces contenus mixtes va être bloqué par votre navigateur. Et en plus du blocage, vous aurez ce genre de petite alerte de sécurité qui va vous dire là, tu charges des choses qui ne sont pas sécurisées, c'est pas bien. Et ça, c'est quand même moyennement rassurant pour nos clients de voir ce genre de choses alors qu'il est dans un tunnel de conversion, ou même sur une fiche produit. Donc, on va faire le tour de notre site, on va vérifier toutes les ressources qui sont utilisées, nos images, nos scripts externes, nos iframes, et on va s'assurer qu'on n'ait pas d'appel en HTTP. Si jamais on en trouve, on change le protocole. On vérifie bien sûr que la ressource peut être appelée en HTTPS, sinon ça ne va pas résoudre vraiment le problème. Heureusement pour nous, on a pu migrer quasiment toutes nos ressources en ajoutant un S sur ces scripts externes-là. On a juste eu un souci sur une aide en ligne qui était fournie par un de nos partenaires qu'on intégrait via une iframe. En fait, cette aide en ligne, elle est hébergée sur du GitHub Pages. GitHub Pages, il propose des pages en HTTPS, sauf quand, c'était notre cas, sauf quand on utilise un CNAME pour personnaliser le nom de domaine de notre page GitHub Pages. Et donc, dans ce cas-là, pas de TLS. On n'avait pas très envie de changer la manière, on ne voulait pas toucher au dépôt en lui-même, donc on a choisi la solution de facilité, qui était de créer un nouveau domaine, d'acheter un certificat pour ce domaine, et de créer un beau petit reverse proxy vers la page GitHub Pages, et donc de l'utiliser sur notre site. De cette manière-là, on a pu régler le problème pour cette ressource qu'on avait du mal à migrer. Une fois qu'on a basculé tous nos scripts externes, on a aussi eu à gérer nos contenus qui sont gérés par nos équipes édito, où il y avait pas mal d'images en dur avec http://. Donc on a sorti notre plus belle expression raditionnelle qu'on pouvait faire pour ajouter un S à tous ces contenus-là. C'est très bourrin, mais ça fonctionne. Par contre, ça marche qu'une fois. On ne va pas s'amuser à lancer ce script tous les jours pour s'assurer qu'on n'ait pas de contenu qui était oublié d'être porté. Donc, quand on a des millions de pages, comment on peut s'assurer qu'on ne va pas s'amuser à les valider une par une? Donc, comment on peut s'assurer qu'on n'ait pas de contenu mixte qui traîne sur nos sites? Pour nous aider à détecter ça, il y a un mécanisme qui s'appelle les CSP. Ça va vous permettre de définir des règles sur l'origine des ressources qui sont utilisées sur vos pages. Par exemple, vous pouvez définir des règles sur le type de domaine, sur le protocole utilisé, et ce, par type de ressources. Je pourrais dire que sur mon site, je veux que les JavaScript soient chargés en HTTPS uniquement et appartenir au domaine www.desite.fr. Si ce n'est pas le cas, la ressource elle va être bloquée par le navigateur. Donc c'est un mécanisme qui est globalement plutôt efficace. Si cette histoire de blocage vous fait peur, il y a un second mode qui s'appelle Report Only. Lui, il va tester les règles sans faire le blocage. Et en cas de ressource détectée invalide, il va notifier une API pour vous dire « Attention, là, il y a un souci ». Donc ça, c'est la règle qu'on a branchée lors de notre mise en production via un header HTTP. Grossièrement, si on a un JS, une image ou une iframe qui n'utilise pas du HTTPS, alors l'API qui est tout en bas de la règle est notifiée. Cette API-là, en fait, on l'a configurée pour qu'elle remonte nos erreurs sur notre contenu relic, qui est l'outil qu'on utilise, nous, pour faire du monitoring. Et de cette manière-là, on s'est fait un petit monitoring de tous les mix content qui sont sur les navigateurs de nos clients. Sur le papier, c'est génial. En vrai, moins. En fait, ce qui se passe, c'est que les extensions, les pseudo-antivirus et toutes les autres saletés qui peuvent être installées sur nos postes et donc sur les postes des clients, ils ont tendance à poser des bouts de script un peu partout et ils en posent sur nos pages. Et en fait, c'est ces scripts-là qui vont nous déclencher les notifications de CSP qu'on avait.
Et au final, on a reçu quasiment que ce type d'alerte-là d'extensions qui nous ont pourri nos logs dans New Relic. Si ce sujet vous intéresse, il y a un dépôt de Nicolas Hoffman sur le fonctionnement des CSP qui est vraiment très pratique, qui détaille pas mal ces cas-là. Il a aussi fait un atelier à Paris Web il y a quelques jours. Donc, pour la suite, il y a de très bonnes ressources sur ce lien-là. Au final, beaucoup de bruit pour nous dans New Relic. On a quand même pu détecter une erreur sur des vidéos qu'on avait oublié de porter. Mais une fois qu'on a eu traité ce problème de vidéo, que du bruit. Donc vraiment une analyse finalement fastidieuse et qui était globalement inutile après un mois. Donc on a préféré désactiver notre CSP report, quitte à le rebrancher un peu plus tard en gérant mieux ces cas-là. Mais pour le moment, c'est désactivé parce que ça prenait trop de temps à analyser pour aucun résultat. Toujours dans la phase de préparation de notre migration, à un moment donné, on va devoir lister les domaines qu'on utilise en HTTP et décider de si oui ou non on va souhaiter les utiliser en HTTPS. C'est important de bien penser à cette étape en amont parce qu'un certificat, en fonction de son type, ça peut mettre entre quelques heures et quelques jours pour vous être livré. Donc ça peut vous éviter une surprise le jour de votre bascule en vous rendant compte que vous avez oublié un certificat. C'est important de l'anticiper. Nous, sur DeSite.fr, on avait 2 certificats, 2 domaines supplémentaires qu'on utilisait en HTTP uniquement pour charger nos images. Là-dessus, on a décidé de ne pas conserver ces domaines tels quels. On a enlevé un niveau sur le domaine et pour la version HTTPS. Donc là-dessus, bien sûr, il faut prévoir des redirections pour migrer vos anciens contenus vers le nouveau, donc à brancher lors de la bascule. Côté Magento, on a fait quelques petites modifications pour qu'il puisse gérer ce changement-là. Notamment, on a supprimé du code en dur qui à l'époque forçait des redirections des pages HTTPS vers HTTP. Donc vraiment l'inverse de ce qu'on souhaitait faire. Donc je ne sais pas pourquoi ça avait été fait comme ça. Je suppose que c'était pour éviter une duplication du contenu, donc on bloque HTTPS. Bon, on a enlevé. Et on a aussi viré quelques URL qui étaient hardcodées, mais globalement, on a eu pas mal de chances de notre migration, quasiment rien à faire du côté de notre base applicative. Bien évidemment, on teste en pré-production, on s'assure que notre site se comporte de la bonne manière. Nous, sur la pré-prod, on utilise Let's Encrypt pour gérer tous nos certificats. Ça nous permet d'avoir à volonté autant de certificats dont on a besoin. Et des vrais certificats. Comme ça, on évite les auto-signés, on essaye d'être vraiment le plus proche possible de nos conditions de prod. Et tout ça, ça nous permet de nous assurer que notre site a déjà les bonnes URL en HTTPS, que les pages s'enchaînent bien, qu'on n'ait pas de problème de redirection ou autre. D'ailleurs, l'un des risques de notre migration, c'est que les moteurs de recherche détectent du contenu dupliqué à un moment donné entre vos pages HTTP et vos pages HTTPS. Donc, première chose, validez bien que les canonicals de vos pages pointeront bien vers la version HTTPS. Et ensuite, nous, on a décidé de brancher dans Apache une redirection en 301 systématique des pages HTTP vers la page HTTPS. De cette manière-là, lors de la bascule, ça devrait s'enchaîner proprement. Donc ça, c'était la dernière étape de la préparation de notre bascule. Notre infra est prête, on a livré tout notre code en production. Maintenant, il ne reste plus qu'à planifier la migration de nos sites. Donc, comme je l'ai dit en intro, on a choisi de basculer nos sites store par store. On a décidé de commencer par les sites qui sont non référencés sur Google, moins de risques. Puis, on continue avec les marques blanches qui, elles, sont référencées par Google. Et enfin, on termine, nous, par DeSite.fr, quelques jours après. En gros, on se laisse à chaque fois quelques jours entre chaque migration, histoire d'avoir un peu de recul, d'analyser ce qui s'est passé, avant de passer à la suivante. Au programme, on a donc 4 sites à basculer, qu'on a répartis sur un planning d'une quinzaine de jours. Et côté utilisateur, que ce soit pour nos clients ou nos collègues, tout ça va se faire de manière transparente grâce aux redirections qu'on aura pu poser. Maintenant, le jour J, c'est très simple. On va dérouler la checklist qu'on a préparée et que je vais vous présenter. Un des points positifs du Magento, il en faut un, c'est que l'URL de base est gérée dans le back-office et ce, site par site. Donc là-dedans, on rajoute un petit S et on sauvegarde. On vide notre cache. Un, ça fait toujours bien de le dire. Et deux, surtout, ça permet d'éliminer d'éventuelles URL encore en mémoire qui contiennent du HTTP. Ensuite, on active nos redirections en 301. Alors, cette étape-là, on pensait la faire un peu plus tard dans la migration, mais en fait, on s'est rendu compte sur notre première marque blanche qu'on a basculée que les URL de nos fiches produits appelées en HTTP, Magento, il n'arrivait plus du tout à faire... il ne nous donnait plus les pages. Et comme tous nos liens externes étaient en HTTP,
on n'avait plus de fiches produits. Du coup, c'était relativement problématique. Donc cette étape-là des 301, on l'a rajoutée dans la foulée de nos changements d'URL d'entrée. Et comme ça, on a une migration qui s'est bien passée pour les autres. Et ensuite, on vide notre varnish. Et à partir de ce moment, en fait, en à peu près moins de 3 minutes, on a réussi à migrer tout notre site en HTTPS. Maintenant, on n'a plus qu'à faire comprendre à Google ce qui s'est passé et ce serait bien qu'ils viennent jeter un petit coup d'œil à nos sites. On va aller dans Google Search Console. C'est l'outil de suivi de l'indexation par Google de nos sites. Dedans, on va lui créer une nouvelle entrée avec notre URL en HTTPS. Et puis, on va s'assurer que le robot.txt ne va pas bloquer le crawl HTTPS, sinon c'est idiot. On va régénérer notre sitemap avec les URL en HTTPS et on les soumet dans Google Search Console. On pense aussi à récupérer les éventuelles configurations que vous pouvez avoir sur votre version HTTP de Google Search Console, par exemple le fichier de désaveu. Et dernière étape, on dit à Google Search Console de faire un fetch and render avec crawl récursif à partir de votre homepage. Ça devrait permettre d'amorcer le crawl sur la nouvelle version de notre site. Donc voilà comment, avec cette petite dizaine d'étapes, en quelques minutes, on a concrétisé toutes les étapes de préparation qu'on a précédemment effectuées. Ça y est, à partir de ce moment, tous nos sites sont en HTTPS. Maintenant, tout n'est pas encore terminé, il y a quelques optimisations qui sont encore à effectuer, des métriques à surveiller, et pour nous assurer que notre migration se passe bien. On commence par les ratés. On a perdu la compatibilité avec IE8 et Windows XP. En fait, les suites cryptographiques qui sont gérées par Apache ne sont pas les mêmes que celles qui sont gérées par Nginx. Du coup, quand on a fait la bascule, IE8 sur Windows XP ne pouvait plus faire de terminaison TLS sur notre site. On aurait pu le voir plus tôt, c'était marqué en petit truc en rouge dans SSL Labs, je ne l'ai pas vu. Dommage. Heureusement pour nous, on ne faisait pas de vente sur cette version-là de ce navigateur, donc tant pis pour IE8. Ensuite, maintenant qu'on a activé HTTPS, on peut utiliser HTTP2 partout sur le site. Donc HTTP2, ça va permettre d'améliorer les performances côté client. Déjà, on aura la compression des entêtes HTTP, donc on aura moins de volume de données qui va transiter sur notre réseau, donc on pourra améliorer nos temps de réponse grâce à ça. Et ensuite, on a le multiplexage de requêtes. En HTTP2, en fait, on n'ouvre plus qu'une seule connexion par domaine. Et à partir de cette connexion, le navigateur et le serveur vont pouvoir échanger des messages en parallèle. Donc ça va vous permettre d'optimiser nos temps de réponse des sites. Pour l'activer sur Nginx, c'est relativement simple. 5 caractères, on reload la configuration et c'est fini. Sauf que faut faire gaffe à la version d'OpenSSL qui est utilisée. Ce qui se passe, c'est que les navigateurs s'appuient sur ALPN. C'est un protocole qui permet de gérer les protocoles lors du Ncheck TLS, et du coup, sur les navigateurs récents, si vous n'avez pas d'ALPN, vous n'aurez pas d'HTTP2. Alors ça, c'est un problème qui est particulier à notre infra. Je vous l'ai dit en intro, on est sur du Debian Jessie. Si vous êtes sur du Debian stable, sur la dernière version, il n'y aura pas de souci. Nous, on est sur du Jessie. Et ce qui se passe, c'est qu'ALPN, il n'est pas fourni sur les paquets d'OpenSSL qui sont livrés avec Debian Jessie. Du coup, on a échangé avec notre hébergeur et on a décidé d'installer les backports d'OpenSSL pour avoir une version qui supporte ALPN. Il faut également penser à recompiler Nginx, sinon ça ne va pas fonctionner. Et là, à partir de ce moment-là, c'est bon. Alors cette partie-là, on a passé pas mal de temps pour comprendre ce qui se passait, pourquoi sur telle version de tel navigateur ça marchait, pourquoi pas sur telle version. Donc pas mal d'allers-retours avant d'arriver à cette conclusion que c'était OpenSSL qui n'était pas dans la bonne version. Côté perf web, malgré l'activation d'HTTP2, c'est la petite déception, c'est qu'on a eu une légère augmentation des temps de réponse suite à la migration. Pas de beaucoup, mais légère augmentation quand même. Il semblerait que passer de N connexions en HTTP1 à seulement 2 en TLS ne soit pas rentable dans notre cas, peut-être parce qu'on avait fait pas mal de travaux en amont de décalage de chargement de ressources après les downloads et downready. On a aussi testé de ne pas utiliser le domaine spécifique pour les images et donc de n'utiliser qu'une seule connexion TLS pour nos propres ressources, mais là non plus, pas vraiment d'amélioration visible. Par la suite, ce qu'on peut faire, qu'on n'a pas encore fait, ce serait de commencer à casser un peu nos optimisations HTTP1, notamment enlever tout ce qui est concaténation des assets et de profiter du multiplexage qui est fourni par HTTP2 pour charger des morceaux de CSS ou des morceaux de JS. Pendant les semaines qui ont suivi la migration,
on a mesuré sur nos sites la répartition des codes HTTP. Ça va nous permettre de valider le bon fonctionnement des redirections, de contrôler que tout se passait bien. Vérifier qu'on n'ait pas de boucle de 301, qui ne serait pas forcément bon signe, qu'on n'ait pas de hausse de 404, qui ne serait pas non plus un bon signe. Et ces mesures-là nous ont aidé à surveiller l'un des impacts les plus importants qu'on a pu constater, c'est l'impact sur le crawl Google. Ce qui s'est passé, c'est que dès le début de la migration, le lendemain, les bots de Google ont commencé à crawler notre site sur un rythme qu'on n'avait encore jamais vu. En gros, la veille de la migration, on était sur une moyenne de 100 000 pages par jour. Dans les 3 mois qu'on suivi la migration, on est passé à plus de 3 millions de hits par jour de la part des bots de Google. Donc vraiment une très très forte hausse du trafic engendré par les bots. Donc Google nous crawl plus, ok, mais est-ce que ça a eu un impact sur le trafic du site ? Donc là, c'est le graphique qui sort de GA. En orange, c'est le nombre de sessions qui venaient de Google en 2016 et en bleu, 2017. Donc nous, on a fait notre bascule à la fin du mois d'avril. De janvier 2017 jusqu'à mi-mai, en fait, on était sur des performances équivalentes par rapport à l'année précédente en ce qui concerne tout le trafic issu des moteurs de recherche. Par contre, depuis mi-mai, on a une très forte hausse, une très forte progression de ce trafic-là. En gros, dans Google Analytics, on est à plus 40% sur le nombre de sessions venant de Google par rapport à l'année précédente. Donc on a eu quelques chantiers SEO d'optimisation de contenu sur certaines pages, mais par rapport au volume, c'est plus 40% là, on estime que c'est quand même notre migration HTTPS qui est à l'origine de ce surplus de trafic. Souvent, on va entendre dire que mettre du TLS partout, c'est quelque chose qui va vous coûter cher en performance et que votre serveur va être plus lent. Alors oui, le serveur qui gère le Nginx, il a vu sa consommation CPU augmenter de quelques pourcents lorsqu'on a migré. Mais dans un sens, c'est normal, vu qu'il se prend à lui tout seul tout notre trafic entrant sur tous nos sites. Il a dû aussi gérer tout le trafic supplémentaire lié au bot de Google et à l'impact sur le SEO. Donc au final, rien d'anormal. Donc nous, ce qu'on a pu constater, c'est que oui, il y avait une légère hausse de CPU qu'on a considérée comme normale et qui en aucun cas ne remettait en cause nos choix d'infra suite à cette migration. Si jamais vous avez besoin de plus d'argumentaires détaillés, je vous ai mis aussi ce lien-là. L'aspect TLS Célian, c'est vrai que TLS Célan, c'est vrai que c'était valable il y a quelques années. Maintenant, ça l'est quand même moins. Et nous, dans notre cas, ça ne se voit quasiment pas. Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite ? On peut activer HSTS. C'est un mécanisme qui va permettre, grâce à un header HTTP, de dire à votre navigateur de communiquer exclusivement avec votre site de manière sécurisé. Du coup, il va passer tous vos liens en HTTPS s'il voit des liens en HTTP. Donc ça permet d'éviter d'avoir à gérer, de faire gérer à votre client d'éventuelles redirections 301. Accessoirement, ça permettra aussi, je pense, d'améliorer la Score SSL Labs. C'est toujours bon à prendre. Et aussi suivre par la suite ce qui va se passer du côté de TLS 1.3. L'une des promesses de TLS 1.3, ça va être de réduire d'un aller-retour l'initiation de la connexion TLS. Du coup, on va pouvoir améliorer les temps de réponse de nos sites. Il y aura aussi la capacité d'utiliser des suites de cryptographie qui sont désormais un peu plus robustes. Donc voilà, ça c'est à suivre, voir quand et comment Nginx va l'implémenter vu qu'on utilise un Nginx de l'autre côté. Je sais qu'il y a pas mal d'outils qui commencent à l'utiliser. Donc ça va être à surveiller dans les prochains mois. Donc voilà pour le retour de notre migration vers du tout HTTPS. Alors au final, notre opération, on a juste fait ça, c'est ajouter un S à nos URL. Mais nous, ce chantier, en fait, on l'a étalé de fin janvier à fin avril pour la mise en production de 2sites.fr. En gros, notre plateforme e-commerce, on l'a migrée en à peu près 15 jours hommes. Ce qui s'explique notamment par les différentes étapes qu'on a pu faire sur notre infra. On a aussi fait cette bascule sur notre outil de recherche bibliographique. Lui, il a une stack un peu plus simple et on a pu le migrer en un jour homme. Donc après, tout va dépendre de la complexité, de la criticité de vos projets. Alors certes, c'est une intervention qui peut être risquée, mais au final, quand elle est bien préparée, quand on a réussi à anticiper pas mal de choses, on permet de limiter ces risques, et à la fin, on a quand même pas mal de gains. Donc j'espère en tout cas que notre retour d'expérience pourra convaincre ceux qui, parmi vous, n'ont pas encore franchi ce pas de le faire. De toute manière, les navigateurs, les moteurs de recherche sauront vous y inciter, donc allez-y. Merci. Juste une petite remarque, si jamais je prends tous les retours que vous avez à me faire, donc n'hésitez pas, soit directement, soit le lien de Joined In. Si vous avez des choses à me remonter, n'hésitez pas.
et je prends des questions, s'il y a le temps. Bonjour, merci pour la conf. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous avez été obligé d'adapter Magento parce qu'il y avait certaines chaînes en dur qui étaient purement HTTP, Oui. si j'ai bien suivi. Comment vous y êtes pris? Est-ce que vous avez dû surcharger des classes? C'était déjà dans des classes surchargées, c'était pas dans le corps Magento, c'était dans des choses surchargées. Donc, une recherche sur http nous a permis de détecter pas mal des points. Et puis... Donc pas de souci au niveau mise à jour Non. D'accord. Ok, merci. Bonjour, merci pour la conf. Je voulais savoir, vous utilisez en pré-prod Let's Encrypt. Oui. Et en prod, est-ce que vous l'utilisez? Non, la Let's Encrypt, c'est que la pré-prod. Après, justement, on a des EV, donc il n'y a pas d'EV sur Let's Encrypt. On a différents fournisseurs de certificats selon nos partenaires. Mais Let's Encrypt, c'est que pour la pré-prod. Merci déjà pour la conférence. Est-ce que vous avez prévu de vérifier, enfin avec un cron ou quelque chose, la validité de vos certificats pour ne pas vous retrouver qu'un jour le certificat est plus valide ou des sécurités comme ça? Pas directement, en fait, c'est Cell Labs qui va faire ce rôle-là, vu que lui va contrôler. Lorsque le certificat sera périmé, il nous fera une erreur. D'accord. Mais de toute manière, là, c'est un peu trop tard, mais on anticipe, on sait quand nos certificats sont échus, le prestataire nous fournit des mails pour dire attention, ça va être périmé. Okay. Donc, voilà. Merci. Ce sera la dernière question. Bonjour, merci pour la conf. Moi, j'avais une question concernant le développement en local, en dev. Est-ce que vous utilisez le même domaine, donc desitre.fr? Est-ce que vous avez le même certificat ou vous utilisez un certificat pour l'environnement de dev? Pas du tout. En fait, on est sur du point local, on génère des auto-signés en dev. On n'utilise pas du tout le domaine de site.fr. Bon, bah merci à vous.